Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Là, je passe au grand écran, c'est plus agréable. On peut poser des questions après. Voilà, on avait vu dans la cosmologie les propriétés, la définition, les propriétés qui sont des accidents qui touchent l'essence de la chose, disons des accidents nécessaires. Ça veut dire nécessaires pour que la chose existe. Si la chose est telle chose, eh bien pour être telle chose, pardon, elle a forcément telle propriété. Et si elle n'a pas ces propriétés-là, elle n'a pas cette chose. C'est ça la signification de propriété essentielle. Ça touche l'essence. Et le contraire, c'est la même chose. C'est inversement vrai. Si telle chose change d'être, est transformée, perd sa forme et reçoit une autre forme. Par exemple, du bois qui est brûlé, qui devient de cendre, et fumée, etc., et énergie. Donc le bois qui est fumé change en énergie, cendre et fumée. Voilà, trois choses. Alors, forcément, il perd plusieurs propriétés du bois. Donc ça va dans les deux sens. C'est évident, hein. Encore faut-il le dire. Alors, donc on a vu la raison de cette connexion naturelle. Voilà, je viens d'expliquer, parce que forcément ça touche l'essence et la forme. Alors on va voir maintenant plus en particulier donc, quelques propriétés en espèces. Donc la première propriété, c'est la quantité. La quantité. Il va beaucoup en parler. La quantité, effectivement, c'est une propriété fondamentale. Ensuite, des forces et des puissances actives et passives de l'être corporel. Voilà, la quantité. Alors, c'est important dans ce sens que le monde moderne il tient beaucoup, porte beaucoup d'importance à la quantité. Nous sommes dans une civilisation quantitative. C'est plus la qualité, la vertu qui compte, mais c'est la quantité. La quantité d'argent, la quantité de ceci et de la quantité de cela. Les qualités sont en crise, disons, dans cette civilisation. La plus haute qualité, c'est l'amour de Dieu, la connexion avec le Créateur, avec la cause efficiente et la cause finale. Mais la quantité, c'est la propriété la plus basse, la plus fondamentale des choses existantes les plus basses, c'est-à-dire les choses matérielles, sensibles. Donc, dans les choses matérielles, la chose la plus basse dedans, c'est à part que la matière première qui n'existe pas sans forme, eh bien, la première forme dont elle a besoin pour exister, c'est la quantité. Alors, on va voir ça en détail. Donc, il va donner, voilà, c'est ce qu'il dit. La quantité est le premier accident qui affecte la substance corporelle. Et c'est aussi le dernier qui va disparaître. Si la quantité disparaît, la chose disparaît totalement. Elle devient énergie, elle est totalement évaporée en énergie. Mais la chose sensible donc disparaît, évanouie. Donc sa forme elle disparaît totalement. Définition. Envisager concrètement la quantité s'entend d'une chose divisible bien sûr, donc sensible, en partie, divisible en partie, qui se trouve en elle et dont chacune est apte à exister isolément. Donc elle est divisible, ça veut dire, si on la divise, il y a deux choses qui continuent à exister. Voilà, c'est Aristote qui dit ça, n'est-ce pas? C'est bien pensé hein, de sa part.
C'est dans son livre 4 des métaphysiques. Alors, mettons en lumière le contenu de cette formule, dit Monsieur Dr Ness. Parmi les traits saillants de la quantité, le stagirite, ça veut dire Aristote, hein, place en premier lieu la divisibilité. Divisibilité. Donc, dans la définition de quantité entre la divisibilité. Mais si toute quantité est nécessairement divisible, on ne peut en conclure que la divisibilité trahisse toujours et partout la présence de la quantité. Il faut en plus certaines conditions. Premièrement, il est nécessaire, dit Aristote, que la quantité renferme formellement les parties auxquelles la division donne lieu. Incita. Bon, c'est déjà une traduction latine de son texte original grec. Il réfère certainement au commentaire de saint Thomas des métaphysiques d'Aristote. Donc, il ne faut pas que, donc il y a il y a une divisibilité, mais que la quantité renferme les parties auxquelles la division donne lieu. Des parties formellement. Bon, ça paraît être évident parce que le fait que c'est divisible, c'est qu'il y a des parties. Mais encore, c'est bien de le dire. La philosophie aime d'exprimer les choses, même si elles sont épatantes et évidentes, parce qu'à un certain moment, on va même attaquer les choses évidentes et patentes. Hein. On est plein dedans dans ce temps moderne. On s'attaque aux choses qui paraissaient évidentes avant. Donc c'est bien de dire. La réalité actuelle est complète. La réalité actuelle et complète des parties obtenues doit donc préexister à la division. La réalité. Par cette réserve se trouve exclu de la quantité un mode de division qui lui est totalement étranger, ça veut dire la dissolution du corps chimique en ses composants. Donc, si on va tellement diviser que la chose perd sa forme, ben, la quantité continue d'exister, mais d'une autre manière, c'est pas la quantité propriété de cette chose. Donc on peut diminuer, on peut couper le pain en petits morceaux, à toujours prendre la moitié, mais à un certain moment, si on coupe dans le molécule composée, parce que le pain est composé, hein, c'est pas une molécule, c'est une composition de molécules. Mais si on coupe dans le composé qu'il y a dans une des parties plus un composant essentiel pour être du pain, voilà, alors c'est plus une quantité de pain, c'est ça qu'il veut dire. C'est autre chose. Le composé inorganique, ça veut dire justement les choses qui n'ont pas de vie, qui sont sans vie, est essentiellement un. Donc tout composé. Sinon, c'est pas un composé. Sinon, c'est une agrégation, une masse, une collection de choses. Mais si c'est un composé, c'est un composé. Sous l'empire des forces dissolvantes, il se désagrège, et les éléments reprennent leur état de liberté. Sous les forces dissolvantes. Il se fait un fractionnement, mais ce fractionnement ne révèle point l'existence d'un tout quantitatif, car les éléments ne préexistent pas comme tels dans le composé. Ils y sont à l'état potentiel et ne réintègrent leur être propre qu'à la suite d'une transformation profonde. Donc il veut dire que les composés, s'ils sont composés, ça fait un composé qui a de telles propriétés. Donc les éléments qui sont partis se comportent autrement dans le composé que si elles sont à part. C'est ça qu'il veut dire. C'est normal.
Si vous connaissez un petit peu de chimie. Deuxième point de remarque, il faut encore, écrit Aristote, une seconde condition pour parler proprement de quantité comme, voilà, comme propriété, quantité et propriété d'une chose. Parce qu'il faut encore distinguer la chose. Hein. Parce que si on divise, par exemple, le minéral et qu'on divise en ses composants, on appelle le minéral, on a toujours la quantité. Mais ce n'est pas la quantité de propriété de telle chose. Donc on voit ici la quantité comme propriété des choses. Voilà. Donc la quantité va toujours continuer à exister, sinon la matière n'existe plus. Mais voilà, à un certain moment, donc la forme, si on continue à couper, va se décomposer. Et donc il y a quelque part une limite. Et il veut dire on ne va pas dépasser cette limite. Sinon, ce n'est pas la quantité propriété de telle chose. Il faut encore, écrire Aristote, une seconde condition, l'aptitude des parties à former, après la division, de nouvelles individualités. Ouais, c'est encore évident. Fractionnement d'un morceau de bois ou fractionner un barreau de fer, vous obtiendrez des parties dont chacune jouit d'une existence propre. Et si tout va bien, c'est toujours un morceau de bois et un morceau de fer. La division met ici en liberté des unités nouvelles provenant d'un tout réel quantifié, voilà, avec une certaine quantité. La quantité, bien sûr, va diminuer. Hein. Cette seconde condition écarte un autre cas de divisibilité qui ne révèle point l'existence du tout quantitatif, la divisibilité d'un corps en ses deux constitutifs essentiels, matière et forme. Voilà, donc matière et forme. Pour séparer la matière et la forme, voilà, donc il faut encore une intervention d'une cause efficiente. Dans tout corps de la nature, la matière peut être dépouillée de sa forme actuelle en échange d'une autre forme. J'en ai déjà parlé un petit peu, par exemple le bois, si on peut être dépouillé de sa forme et change dans une autre, il vient des cendres, fumée et énergie. Mais aucun de ces principes n'est capable de survivre isolément à la séparation. Ici encore se produit une division réelle qui ne nous fournit pas cependant un véritable indice du tout quantitatif. Grâce à ces doubles conditions imposées à la divisibilité, la définition aristotélicienne possède le grand avantage de s'appliquer à son objet et à lui seul, quels qu'en soient les modes divers d'existence. Voilà. Donc la première condition regarde plutôt les parties qui sont composants, par exemple la dissolution du corps chimique en ses composants. Voilà. Dissolution du corps chimique en ses composants. Un corps chimique est composé, par exemple, le plus connu, c'est l'eau, hein, H2O. Si on dissolue, on a H et O. On a H de hydrogène et oxygène. Alors, deuxième, regarde plus profondément plutôt la séparation de la forme et de la matière. Ça va encore plus loin, n'est-ce pas? Euh, donc, cette condition écarte un autre cas de divisivité, la division d'un corps en ses deux constitutifs essentiels, matière et forme. Mais on a déjà vu que c'est pratiquement pas possible d'enlever la forme de la matière. Parce que la matière, sinon la matière première est la forme pure. Donc,
mais on peut en parler, on peut en parler quand même d'une certaine façon quand le bois se transforme en cendre. C'est comme si la forme du bois disparaît vraiment, hein, et la matière sous-jacente, elle va être prise par une autre forme qui est la forme de cendre. Dans ce sens, le bois, il a perdu, la forme du bois est disparue. Bon, ça va plus loin, quoi. Ce sont deux choses qui se ressemblent, mais la première parle plutôt des composants qui ont encore une certaine forme, et la deuxième va décrire presque toute la forme. Je ne sais pas si j'ai pris un bon exemple de bois. Il faudra trouver. Il ne donne pas d'exemple, hein, n'est-ce pas? En l'occurrence, l'énergie et la fumée. Pardon? L'énergie et la fumée produites sont aussi des formes. La fumée est une forme d'énergie, c'est pas vraiment. Oui, c'est une forme de matière hein, quand même. Parce que l'énergie est matérielle, mais c'est une forme très éphémère, hein. C'est très spécial, hein. C'est comme le feu. Le feu, c'est une forme matérielle, mais très donc fine, qui ressemble à l'esprit. C'est une image de l'esprit au soleil, qui illumine et qui chauffe, donc qui est l'image de l'intelligence et de la volonté. C'est encore une matière, mais qui est une image de l'idée spirituelle. Parce que tout a été créé à l'image de Dieu, et l'une est plus image que l'autre, plus explicite. Donc la lumière, le soleil, le feu, c'est très fortement une image de l'esprit, n'est-ce pas? Ça a une substance parce que ça existe, et ça a deux qualités essentielles, patentes, c'est la lumière et la chaleur, intelligence et volonté dans l'esprit. Mais c'est quand même la matière, hein. Le feu, c'est la matière. Donc finalement, il n'y a pas d'exemple du deuxième cas pur. Parce qu'une séparation de la forme et de la matière, ça veut dire que la matière, elle continue à exister en matière première. C'est pas possible, parce qu'elle ne peut pas exister sans forme. Donc c'est forcément une transformation dans une autre forme, mais une forme tellement débile, que c'est presque, disons, comme la plasticine, c'est la matière la plus débile ou l'argile d'une statue. Alors, division de la quantité. Attendez, il y a encore une phrase ici. Grâce à cette double condition imposée à la divisibilité, la définition aristotélicienne possède le grand avantage de s'appliquer à son objet et à lui seul. Ça en viendra quand même. Quels qu'en soient les modes divers d'existence. Oui. Par exemple, le mode d'existence de l'eau, c'est du liquide, c'est de la glace ou c'est la vapeur. Mais si tout va bien, c'est toujours H2O. Voilà. Alors, division de la quantité. La quantité discrète est constituée de parties réellement distinctes, ayant chacune leur limite propre. Elles forment un tout dont l'unité est l'ordre mental. D'ordre mental. C'est plutôt de notre tête que c'est une unité. En réalité, à raison de la distinction actuelle de ces parties, elle est une multitude ou un nombre. Voilà. Donc, un panier de pommes, bien, notre idée, c'est une quantité de pommes, mais en réalité, l'une pomme n'a rien à voir avec l'autre. Elle est totalement indépendante l'une de l'autre. La quantité continue, donc là, on va donc, par distinction à la quantité discrète,
la quantité continue se compose de parties indistinctes, enchaînées entre elles de façon que la limite de l'une d'elles se confond avec la limite d'une autre, indépendamment de toute intervention de l'intelligence, et jouit d'une véritable unité. C'est une grandeur, cette quantité-là, pardon, est une grandeur qui a pour propriété caractéristique d'être mesurable en totalité ou en partie, selon qu'elle est finie ou infinie. Par exemple, un champ, c'est une grandeur. Bien, le champ, ça fait un tout. Hein. C'est bien, c'est composé de grains de sable, etc., mais ça fait un tout. La quantité continue se subdivise en plusieurs espèces. Il y a la quantité successive. Ces parties intégrantes se succèdent sans interruption d'après un ordre d'antériorité et de postériorité. Le temps et le mouvement en sont les sous-espèces principales. Bon, le temps, il y a une quantité de temps. Il y a plus ou moins de temps. Si quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre et dit j'ai peu de temps, j'ai 5 minutes pour vous parler, alors c'est 5 minutes. C'est pas une demi-heure de matrone qui papote devant la porte. Ça peut durer 2 heures. Donc il y a une quantité de temps. 5 minutes ou 2 heures, voilà. Et c'est un ordre d'antériorité et de postériorité. Et on peut le mesurer avec une montre. Et le mouvement aussi, le mouvement. Donc on fait un mouvement de 1 mètre ou de 100 km, c'est différent. Voilà. On peut le mesurer. Donc c'est la quantité successive. La quantité permanente, toutes les parties qu'elle contient existent simultanément et occupent des positions diverses dans l'espace. À cette espèce se rattachent l'étendue et l'espace. L'étendue du champ, par exemple, ou l'espace de cette chambre. Alors il y a 3 mesures. L'étendue, sous ces 3 dimensions, nous représente le corps réel. Le corps réel, il a toujours 3 dimensions. L'étendue, considérée uniquement dans le sens de la longueur, forme la ligne. La ligne qui n'existe pas vraiment. La ligne pure existe dans notre esprit. Une ligne de craie a toujours aussi une certaine, même 3 dimensions. Hein. Et la longueur, c'est la propriété la dimension la plus épatante, mais elle a une certaine largeur, quelques millimètres, et même une certaine hauteur, quelques fractions de millimètres. C'est un petit peu de craie, n'est-ce pas, qui se trouve sur le sol. Mais vous comprenez ce que ça veut dire que, voilà, donc la ligne a donc une dimension exprimée. L'étendue en longueur et en largeur constitue la surface. Alors vous comprenez que les mathématiques et la géographie, c'est un développement de la philosophie. Donc on comprend qu'il y a des philosophes qui sont devenus des mathématiciens, comme Pythagore. Alors, donc c'est la division de la quantité. Maintenant, l'essence de la quantité. Qu'est-ce que c'est? La définition métaphysique, disons. Du chef de son état quantitatif, la substance corporelle est susceptible de nombreux attributs. Et nous apparaît comme un complexe riche, en parties intégrantes, dont chacune emporterait avec elle
si on la séparait du tout, un fragment de la matière et de la forme. On va pas trop diviser. Hein. De plus, parce que si on divise trop, on va casser la forme. Il ne s'agit pas de ça. De plus, elle se prête à des divisions toujours renaissantes. Elle jouit d'une impénétrabilité naturelle. Elle est étendue dans l'espace et forme une grandeur mesurable. Eh bien, parmi cette multiplicité de propriétés relatives à la quantité, en est-elle une qui soit comme le fondement des autres et ne puisse être posée sans entraîner toutes les autres à sa suite? Donc on cherche la raison la plus profonde, c'est le travail des philosophes, de chercher de toutes choses les raisons les plus profondes. On va maintenant appliquer ce travail à la propriété quantité. La propriété réellement primaire de la quantité est, croyons-nous, la composition antitative. Composition antitative. Essentiellement composée de parties intégrantes, la quantité, en s'unissant à la substance, donc la chose qui existe, hein, lui communique la composition qu'elle porte en son sein et en fait un tout divisible. Parce que la quantité est toujours divisible. On peut toujours concevoir la moitié de la chose. Et saint Thomas dit qu'il n'y a pas de limite. Bien sûr, on vient de voir qu'on va casser à certain moment la forme, mais la quantité va résider. Sinon, la forme disparaît. Pardon, la matière disparaît. Et la matière ne peut jamais disparaître. Elle peut bien se transformer en une autre forme. Mais ce sera toujours, la quantité sera toujours là. Ce qu'on vient de voir. Hein. Ce n'est pas que la quantité fournisse au corps la réalité des éléments intégrants dont il est constitué, car l'accident ne produit pas la substance. Il ne faut pas oublier que la quantité, c'est toujours un accident, une propriété essentielle, un accident essentiel. Mais la quantité est la raison pour laquelle la masse substantielle, d'elle-même indivisible, devient un tout ou mieux un multiple potentiel fractionnable en parties intégrantes. Donc, la masse substantielle d'elle-même indivisible, ça veut dire que c'est encore une construction de l'esprit. Hein. Mais c'est vrai, parce que si on enlève la quantité de la chose, ce qui n'est pas possible, alors elle tombe dans le néant. On casse, la matière ne peut pas exister sans quantité, mais enfin, si on fait l'abstraction quand même dans sa tête, alors on enlève aussi sa divisibilité, donc c'est quelque chose d'indivisible, forcément. Mais maintenant, on est vraiment dans l'abstrait. Hein. Ça n'existe pas en réalité. Ou bien ça existe sous-jacent à toute chose, comme la matière première n'existe pas en tant que telle en réalité. Elle existe toujours avec une forme. Eh bien, on est tellement près de la matière première que même ça non plus, ça n'existe pas sans. Il n'y a rien qui n'existe matériellement sans quantité. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, on va concevoir la matière première sans quantité. Bon, on peut le concevoir, mais alors c'est quelque chose de sous-jacent qui n'existe pas en tant que tel en réalité, n'est-ce pas? Mais toujours sous-jacent, disons, virtuellement. Donc il faut bien voir de quoi on parle. Parce que le philosophe tient toujours compte de la réalité. L'intelligence, c'est la capacité de vous mettre en contact avec la réalité. Donc il faut toujours avoir en vue quand est-ce que je quitte la réalité et que je suis en train de faire une construction dans ma tête qui n'existe pas en tant que telle dans la réalité. Il faut toujours tenir ça en compte, sinon on n'est pas réaliste. On tombe dans des illusions et dans des fractions, on devient fou. Parce que c'est une définition de folie de prendre ces fantaisies comme des réalités. Donc c'est une définition de folie de ne pas voir la distinction entre une idée et la réalité.
c'est de la folie. Donc, quelqu'un qui sait du Napoléon, il n'est pas Napoléon, donc il est fou. Ça ne correspond pas à la réalité qu'il est Napoléon, mais il le pense. Donc, dans sa pensée, il est Napoléon, mais pas en réalité, donc c'est un fou. Voilà. C'est important, hein? Justement, aujourd'hui, oui, justement. On prend ces idées comme des réalités, donc c'est la folie. Ça détruit l'intelligence. Et la philosophie veut justement former l'intelligence. Donc il faut bien voir qu'est-ce qui, de ma pensée, correspond à la réalité. Donc, dont on parlait là, l'indivisibilité de la substantielle, c'est quelque chose qui existe d'une certaine façon, mais pas en tant que tel. De façon sous-jacente, oui, mais pas en tant que tel. Il faut bien voir la distinction, sinon on est parti dans la folie. Hein. Alors, cette dernière remarque, c'est la remarque d'ordre de logique matérielle. La logique matérielle ou la critériologie s'occupe de comment est-ce que la connaissance et en quelle mesure la connaissance nous met en contact avec le réel. En quelle mesure? La philosophie s'occupe même de cela, parce qu'elle s'occupe de tout, donc même de soi-même. Elle s'occupe même du fonctionnement de l'intelligence. C'est la logique, justement, la logique formelle et matérielle. Elle s'occupe d'absolument tout, donc elle fait aussi des réflexions sur elle-même. Elle pense et elle va penser comment elle pense. Elle va essayer de comprendre comment elle pense aussi. Parce que c'est aussi une réalité que je pense. Voilà. Et je veux savoir, je veux connaître cette réalité, la pensée. C'est la réalité que des gens pensent et forment des pensées dans leur tête. C'est ça la réalité. Et je veux savoir ce que c'est. Voilà. C'est intéressant. Hein? Alors, cette propriété est, de tous les attributs de la quantité, le plus fondamental. Elle entraîne naturellement avec elle la divisibilité, l'extension dans l'espace, la mesurabilité et l'impénétrabilité. Donc la propriété réellement primaire est selon Ness la composition quantitative. Composition quantitative. Bon, bien, ça comprend ce qu'il veut dire avec ça. Hein. Voilà. Alors, il existe entre la quantité et la substance une distinction réelle. Oui, bien sûr, il y a une distinction entre la substance et l'accident. Entre l'essence et la substance de l'accident, ce sont deux choses différentes, pas séparées, mais distinctes. Alors, l'idée d'essence corporelle représente avant tout les constitutifs du corps, c'est-à-dire, enfin, corps dans le sens philosophique, hein, physique, cosmologique. Ça veut dire une entité, une substance sensible, enfin, perceptible par les sens. Qui n'est pas quelque chose qui a des sens, sensible pas dans le sens qu'il a des sens, les sens, mais que dans le sens qu'elle est sensible. On peut la voir, la percevoir par les sens. Par les sens. Faut faire attention avec les sens en français, hein, ça va dans plusieurs sens. Donc l'idée de essence corporelle représente avant tout les constitutifs du corps, c'est-à-dire ce fond subsistant, principe et soutien de tous les phénomènes accidentels. Donc là, il prend une définition de la substance par rapport aux accidents. La substance, qui est une essence existante, donc sensible, et donc celui qui soutient les accidents. L'idée de quantité, au contraire, qui est donc un accident,
exprime une simple manière d'être, une propriété en vertu de laquelle le corps étend sa masse dans l'espace et se prête à la division. Il y a donc là deux représentations diverses de l'être matériel. Donc substance corporelle et quantité matérielle. Donc ces deux aspects sont-ils le résultat d'un travail mental ou se distinguent-ils dans la réalité? Maintenant, on passe dans la logique matérielle. Avec Aristote et bon nombre de scolastiques, nous croyons que la substance et la quantité sont deux choses réellement distinctes. Réellement distinctes. Donc ce n'est pas une et même chose qu'on voit de plusieurs aspects. Ce sont deux choses distinctes. L'un c'est le fond et l'autre c'est, par exemple, le mur et sa couleur. Bien sûr, le mur a toujours une couleur, mais la couleur peut changer, mais le mur ne change pas. Enfin, c'est ce mur-là. Le mur peut changer de couleur sans changer soi-même. Argument. Donc il va prouver ce qu'il dit. La substance et la quantité ont avec la connaissance sensible des rapports réellement différents. En effet, la quantité est directement perceptible par les sens. Je vois une chose qui a telle grandeur. On voit directement la grandeur. On voit la différence entre la grandeur d'une fleur ou d'un arbre, d'un caillou et d'un rocher. C'est pour ça que je l'appelle le petit, le caillou, et le grand rocher, quoique c'est la même matière. Donc on voit, ça tombe dans le, ça frappe l'œil. Mais la substance ne l'est qu'indirectement. Comment est-ce que je vais savoir que c'est un caillou? Ça peut être une noix. Si je vois de loin quelque chose, ça peut être une noix. Donc je vois bien la quantité. Mais pour voir ce que c'est, je dois voir les autres propriétés et les accidents. Si tous les accidents d'une certaine chose, les accidents essentiels, donc les propriétés correspondent, alors je peux conclure que c'est une noix ou un caillou. Voilà. Mais je ne vois pas directement la substance. Il y a quelque chose. Voilà. Excusez-moi cette petite absence. Alors, la quantité est directement perceptible et la substance l'est qu'indirectement. L'œil et même le goût confondent avec le lait des substances chimiques qui en diffèrent essentiellement, mais lui ressemblent par certaines propriétés physiques. Or, une seule et même chose ne peut fonder, avec le même terme de comparaison, deux relations exclusives l'une de l'autre. Donc l'œil et le goût confondent avec le lait des substances chimiques qui en diffèrent essentiellement, mais ils ressemblent par certaines propriétés physiques. Donc
on va voir le lait, que c'est la couleur de lait, on va même goûter, alors on va voir que c'est du lait, on va conclure que c'est du lait. Mais ce qu'on voit, ce sont les propriétés extérieures. Donc c'est une distinction entre ce que c'est et ce qu'on voit. Le lait, ce n'est pas la blancheur et le lait, ce n'est pas ce goût. Il a ce goût, mais il n'est pas ce goût. La substance, c'est ce qu'il est. C'est comment c'est une essence existante en tant qu'existante. Alors, une autre preuve théologico-philosophique, la preuve rationnelle invoquée tantôt n'est pas sans valeur. Plusieurs, cependant, se refusent à y avoir une preuve péremptoire de la théorie scolastique. Quoi qu'il en soit, si la raison, laissée à ses forces naturelles, reste hésitante, il n'en est plus de même lorsqu'elle accepte l'appoint que lui offrent les données de la foi. Donc, il donne maintenant une autre preuve qui parle de la foi. La foi nous enseigne que par la consécration, la substance du pain et du vin est changée totalement en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Quoique les propriétés physiques du pain et du vin sont restées. Moi, je verrais plutôt ça de sens opposé. C'est parce qu'on a compris la distinction entre substance et accident qu'on peut comprendre la code de transsubstantiation. Donc lui, il le prend de notre sens, c'est parce qu'on par la foi on connaît la transsubstantiation qu'on peut mieux comprendre la distinction entre substance et accident. Moi, je dirais plutôt, c'est parce qu'on est confronté avec la réalité de transsubstantiation qu'on a dû faire, on était obligé de faire un effort pour le comprendre un peu quand même. On était obligé à voir la distinction, à découvrir cette distinction entre justement accident et substance. D'autre part, l'essence l'atteste, les propriétés naturelles de ces substances disparues, donc dans la consécration, hein, dans le pain consacré et le pain sont consacrés, donc les propriétés naturelles restent identiques à elles-mêmes. L'hostie consacrée conserve son étendue dans l'espace comme le pain ordinaire et se les diviser en parties. En un mot, la quantité persiste sans aucun changement apparent. Or, il est impossible que deux choses réellement séparables, telles la substance et la quantité, ne soient pas deux réalités distinctes. Donc le bon Dieu a séparé l'un de l'autre par sa toute-puissance, la consécration qu'il a déléguée à un prêtre, à ce pouvoir. Ça veut dire qu'elles sont effectivement distinctes, sinon on ne peut pas les... Dans ces cas-ci, ils ont été séparés par une toute-puissance. Ça veut dire que l'un n'est pas l'autre. Les accidents, il est vrai, sont intrinsèquement dépendants de la substance. Et à bon droit, on se demande comment des réalités aussi précaires peuvent exister en dehors de leur sujet connaturel. Comment les propriétés de pain peuvent continuer à exister sans la substance de pain. Cependant, si la réalité de la quantité ne se confond point avec celle de la substance, on ne voit aucun obstacle à ce que Dieu supplée à l'influence de cette cause seconde temporairement disparue. Donc, c'est l'avantage de la foi qu'elle ajoute des choses qui supportent la recherche philosophique. Mais, voilà. Mais on peut faire la distinction entre la substance et les propriétés. C'est tout à fait raisonnable. Même en connaissant pas cette transsubstantiation, parce que la transsubstantiation a été créée lors de la dernière scène. Ça n'existait pas avant. Dieu l'a créé il y a 2000 ans. Toutes les parties de l'étendue sont elles-mêmes étendues en partant divisibles à l'infini. Voilà. C'est encore une question. Voilà, on attend encore le temps. On peut se demander si on peut diviser à l'infini. Les parties résultant de la division, si loin que celle-ci se prolonge, demeurent-elles toujours étendues? Est-ce qu'à un certain moment, on va pas casser l'étendue totalement en tant qu'étendue?
Dans l'affirmative, le tout contenu se prête à un fractionnement sans limite, car l'étendue est essentiellement susceptible de division. Dans la négative, les produits ultimes du fractionnement, réfractaires à toute division, doivent être des points simples, dépourvus de toute extension réelle. À première vue, ça me paraît déjà une abstraction qui n'existe pas en tant que telle. C'est plutôt des mathématiques, un point, ou plutôt la géométrie. Aristote, saint Thomas et la plupart des scolastiques anciens et modernes partagent la première opinion, ce qui me paraît évident, effectivement. Preuve de la thèse, il est impossible de former l'étendue avec des parties inétendues. Oui, si on coupe et on trouve une partie qui n'est pas étendue, ça veut dire que c'est le composant. Si on le met avec un autre non étendu, on a tout d'un coup un étendu. Alors, il est impossible de former les étendues avec des parties inétendues. S'il n'y a pas d'étendue, et puis on n'en sait rien, s'il n'y a pas En effet, ou bien les parties sont unies suivant un ordre de continuité parfaite, ou bien suivant un ordre de simple contiguïté. Or, dans les deux cas, l'opinion qui réduit l'étendue à une collection de points simples conduit à des conséquences manifestement fausses. D'abord, les parties ne peuvent être continues. Les indivisibles n'ont pas de parties, par définition. Si leurs limites se confondent, eux-mêmes se compénètrent totalement. Et s'ils n'ont pas de parties. À deux éléments ainsi compénétrés, ajoutés en 10, 20, 100 autres, tous se compénétreront de la même manière en un seul point mathématique, exclusif de toute étendue réelle. Oui, zéro étendu plus zéro étendu, c'est zéro étendu. Hein. En second lieu, les parties simples ne se prêtent pas davantage à un ordre de contiguïté. Deux objets sont contigus quand ils se touchent en conservant leurs limites respectives. Or, une partie de l'un touche une partie de l'autre, ou bien une partie de l'un touche l'autre tout entier, ou bien ils se touchent selon la totalité de leur être. Les deux premiers cas sont irréalisables pour la raison qu'un indivisible n'a pas de partie. Donc, on ne peut pas toucher les parties, donc il n'y a pas de partie. Donc, le reste, le dernier, qu'ils se touchent selon la totalité de leur être. Le dernier ne peut engendrer l'étendue, quel que soit le nombre de points surajoutés, car il est essentiel à cette qualité de répandre ces éléments dans des portions diverses de l'espace. Donc, pardon? Oui, mais puisque c'est la fonction pure, c'est évident que ce n'est pas dans la réalité. Pardon? Il va faire la distinction entre les trois façons possibles. Oui, mais il n'y a que trois possibilités, ou bien deux parties se touchent, ou bien une partie touche l'entité, ou bien deux entités se touchent en tant que telles. Mais que la partie soit touchée, ça n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de partie, justement. Ouais, l'indivisible n'a pas de partie. Et que deux entités, donc totalité de leur être se touchent. Le dernier ne peut engendrer l'étendue, ça ne peut pas engendrer l'étendue, quel que soit le nombre des points surajoutés,
car il est essentiel à cette qualité de répandre ces éléments dans les portions diverses de l'espace. Voilà. Pardon? Comment? Ça signifie quoi? Il est essentiel à cette qualité de répandre ces éléments dans des portions diverses de l'espace. Dans des portions. C'est une qualité qu'on a. Il parle de la... c'est essentiel à la qualité, voilà. Enfin, la qualité, ça veut dire l'étendue, hein. L'étendue. Donc, il est essentiel à l'étendue de répandre ces éléments dans des portions diverses dans l'espace. Et une portion diverse dans l'espace, c'est déjà une quantité, c'est déjà une... C'est pas possible. Donc ça suppose déjà qu'il y a une quantité, ce qui n'est pas possible. Donc ça veut dire de rien, on ne peut pas engendrer quelque chose. De rien. Ouais. Je dirais même plus, s'il n'y a pas de quantité, il n'y a même pas de substance. Et s'il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Et de rien, on ne peut pas engendrer quelque chose, sinon c'est créer. Et créer, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc c'est pas possible. Ce serait une création plutôt. Ça, la quantité, c'est la dernière propriété, je viens de dire, la matière. Pour faire exister la matière, puisqu'il a besoin d'une forme. S'il n'y a pas de quantité, il n'y a plus de forme, donc il n'existe pas en tant que tel. Donc il n'y a pas de matière, il n'y a pas de substance. Alors comment avoir l'étendue à partir de pas de substance? Ce serait la création. Et la création n'est pas possible sauf l'intervention de Dieu. Alors, oui, mais il ne s'agit pas de création ici, on étudie les choses comme elles sont. Les lois physiques qui sont dans les choses. Les créations, c'est une intervention. La difficulté de ces passages, c'est pour ça que je trouve ça très fort, c'est qu'on a l'impression d'entendre plusieurs fois la même chose. C'est une analyse très profonde. Ah oui, 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 très oui. détail. Ah, oui, oui, oui. Oui, la distinction est très fine. Hein. Ouais. Oui. Alors, les parties du tout continu, bon, j'ai passé la demi, ouais, d'accord, presque la demi-heure. Donc, je vais peut-être enfin, je peux encore dire ce paragraphe, ce paragraphe. Donc, les parties du tout continu ne sont pas en acte, mais en puissance. Voilà. Les parties du tout continu. Donc, d'évidence, la réalité, donc pas comme c'est dans ma tête, mais dans la réalité, vraiment, hein, la réalité des parties qu'engendre le fractionnement préexiste à la division, bien sûr. Hein. Si on coupe une part en deux, c'est que la part entière a existé avant qu'elle soit été divisée en deux. C'est évident. Hein. Mais la question est de savoir si ces parties sont affectées de limites propres et se distinguent ainsi réellement l'une de l'autre. Et si tous les éléments de l'étendue sont indistincts et forment une unité vraie, où la multiplicité ne pénètre qu'à la suite d'une division réelle ou mentale. Réelle ou mentale, ça veut dire dans la tête ou dans la réalité. Vous suivez ou je dois répéter? Ça va? Ok. Donc la question est de savoir si ces parties sont affectées de limites propres et se distinguent ainsi réellement l'une de l'autre dans le tout déjà, dans le tout, ou si les éléments de l'étendue sont indistincts et forment avant la division une unité vraie, où la multiplicité ne pénètre qu'à la suite d'une division. Alors, si les éléments du continu, de l'être continu,
possèdent chacun leurs limites individuelles, déjà dans le tout, on a le droit de se demander combien il y a de parties actuellement distinctes dans une surface d'un centimètre carré, par exemple. Une fin de non-recevoir serait non avenue, vu que les éléments distincts sont des unités susceptibles de sommation. Il n'y a que deux alternatives possibles. Ou ces éléments sont en nombre fini, ou ils sont en multitude infinie. Choisit-on la première alternative, nombre fini, on sera contraint d'imposer des bornes à la divisibilité du continu et de le réduire à une collection de points simples inétendus. En fait, l'unique raison pour laquelle les points deviennent réfractaires au fractionnement réside dans leur simplicité ou leur inextension. Alors, préfère-t-on, et on a vu que ça n'existe, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Les points simples inattendus, ça fait rien du tout, n'est-ce pas? La somme, c'est rien. On en vient de le voir. Donc, cette possibilité, on la l'éloigne. Préfère-t-on la seconde alternative? Donc, ils sont en multitude infinie. On pose du même coup l'infini en acte, dans une grandeur finie. C'est qu'il y a une contradiction. Il est fini ou il est infini? C'est une contradiction dans les termes. Comme le dit Evelyn, il n'est pas de partie si petite qu'on la suppose pourvu qu'elle soit supérieure à O qui, répété à l'infini, engendre une quantité supérieure à toute valeur assignable. Donc je reprends. Il n'est pas de partie si petite qu'on la suppose pourvu qu'elle soit supérieure à 0, qui, répété à l'infini, engendre une quantité supérieure à toute valeur assignable. Alors, assignable. Donc à donner. À donner, ouais. Assigner. Oui. Mais il parle en acte. On peut toujours, c'est possible, c'est en puissance. On peut toujours, mais c'est pas en acte. Les parties sont pas en acte. Voilà. De toute manière, le contenu s'évanouit dès qu'on introduit l'actualité ou la distinction réelle dans ses parties intégrantes. Donc, dans le tout continu, pas en acte mais en puissance. C'est la conclusion. Donc, on va s'arrêter ici. On va voir s'il n'y a pas de questions. On peut poser des questions dans le chat. Ouais. Votre mère a de nouveau apparu. Madame Charlier. Pardon? Oui, Très bien. Il n'y a pas de questions? C'était clair? Vous disiez tout à l'heure que les mathématiques sont perçues par l'intelligence humaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui a créé les mathématiques? Bon, pas directement. Hein. Non, pas directement. La question, c'est qu'est-ce que vous dites que si Dieu a créé les mathématiques? Le monde avec poids et mesure, oui. avec étendue, dimension, etc. Dieu a créé tout avec poids et mesure. Oui. Et c'est l'intelligence humaine, c'est la raison naturelle. Et Dieu a créé les mathématiques alors? Oui, la question c'est
Disons que Dieu n'a pas créé des mathématiques, parce qu'alors il a créé un livre avec la dedans, mais il a créé l'application de la mathématique dans les choses, l'application. Donc, et les contenus. Là, bien sûr, il a créé dans ce sens que les choses ont été faites avec mathématiques. Donc, forcément, il doit exister la mathématique. Les chiffres sont utilisés dans la symbolique, sont des symboles. Mais le bon Dieu n'a pas fait les chiffres, il n'a pas fait un livre avec les chiffres. Vous comprenez? Donc, il a créé la mathématique pratique, qui suppose la mathématique théorique. Et il a créé la possibilité à nous de la comprendre et de la reproduire. Donc, il a créé les mathématiques théoriques indirectement, en créant l'intelligence humaine qui perçoit et qui peut l'exprimer. Et il a mis la mathématique pratique appliquée, bien sûr. Hein. Tout a été écrit avec poids, mesure et ordre, donc, bien sûr. Bien sûr. Il y a même une harmonie entre l'étendue qui forme la beauté. Parce que la beauté, le bon Dieu fait des choses belles. C'est un artiste aussi. Hein. Et la beauté, l'esthétique demande aussi des proportions, des relations entre les mesures et les étendues. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la quantité peut avoir une dimension. La quantité peut avoir une dimension métaphysique. Dans quel sens? Par la Trinité. Ah, par la Trinité, le chiffre 3. Ce sont des concepts abstraits qui s'appliquent à la matière. Enfin, pas seulement la matière. Hein. Oui, on voit, il y a encore un ange ou deux anges ou des milliards d'anges. Donc, les mathématiques, pas la quantité, pas la quantité, pas l'étendue, je veux dire. La quantité s'applique aussi au nombre, aux êtres spirituels, mais pas l'étendue, bien sûr. Pas la quantité étendue, mais la quantité nombre, oui. Mais les chiffres sacrés. Les chiffres sacrés, oui. Oui. Mais les chiffres sacrés, c'est comme les chiffres décidiques. C'est un certain ordre. En Dieu, il y a de l'ordre. Il y a le Père qui engendre le Fils avec le Fils issu du Saint-Esprit. Il y a 1, 2, 3, mais 3 vient de 1 et 2 vient de 1. Hein? Donc, 1 ne vient pas de 3, mais 3 vient de 1, parce que 3, c'est le composé de 1 et 2. Donc, c'est l'expression de la Sainte Trinité quelque part dans les chiffres. Tout a été écrit à l'image de Dieu. Donc, il y a des chiffres sacrés dans ce sens que les chiffres expriment quelque chose de divin. Mais c'est très limité, hein, parce que Dieu est infini et les chiffres sont des créatures. Mais c'est des créatures de compréhension. Hein. Le chiffre n'existe pas en tant que tel. Il y a un cheval et un deuxième, c'est 2 chevaux, mais il n'y a pas un en tant que tel, un ici et 2, le chiffre 1. C'est dans notre tête, mais c'est pas en réalité. Vous comprenez? Ça appartient à l'ordre. Il y a un certain ordre, mesure et ordre. Oui. Oui. Mais là on passe de la matière dans l'esprit. Donc, ici, on est dans la matière, toujours la cosmologie. Hein. On commence par la matière, parce que l'intelligence humaine fonctionne par les sens, et c'est la matière qui est sensible. Et avant d'aller à l'esprit, il faut passer par la matière. C'est à travers la matière qu'on connaît l'esprit. Par exemple, c'est à travers de la créature, de la création, qu'on connaît le créateur. C'est à travers du corps qui vit qu'on connaît l'homme, la psychologie. C'est comment vous comportez, comment vous parlez, comment je vous entends parler, que c'est comment vous pensez, et comment vous êtes. Si on observe une personne, quelques mois, quelques années, on sait comment elle est. Oui. Comment est son caractère, son tempérament, sa manière de penser, d'agir. Oui. Mais donc, à travers de la matière, on va comprendre l'esprit. C'est pour ça qu'il commence par la cosmologie, avant de passer à la métaphysique et la théodicée. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de questions.
J'espère que tout était plus ou moins. Vous avez tous le texte, je pense, hein, de la messe. Vous avez donné un lien l'autre fois. Donc, Jean-Pierre de la salle, Olivier. Madame Charlier, le texte, je pense. C'est plus facile d'avoir le texte, alors on peut réfléchir sur une phrase qu'on n'a pas bien captée. Donc, on comprend la phrase jusqu'à ce qu'on la comprend, et puis on prend. C'est comme ça qu'on l'utilise. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Hein. Parce que si on braque sur une phrase et on continue, alors on a perdu le fil. D'accord? Ça marche? Voilà, à la prochaine. Bonsoir.